Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 17 octobre. Célébration en Algérie de la journée nationale de l'émigration commémorant le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune se recueille au palais d'El Moradi à la mémoire des Chouhada. Le 17 octobre 1961 est l'une des dates les plus tragiques de l'histoire algérienne. Le focus dans ce journal sur le jour où entre 200 et 300 manifestants algériens furent noyés dans la Seine par la police française. « 377e jour de l'agression de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'élève à 42 438 martyrs et 99 246 blessés. L'Algérie condamne à Genève les massacres commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens et les Libanais. Au Liban, l'entité sioniste continue de tuer au moins 16 personnes, dont le maire de Nabatiya tombe en martyr et une cinquantaine sont blessés dans des frappes sionistes. Et dans le dossier sahraoui, l'Algérie interpelle la légalité et la justice internationale au sujet de la décolonisation du Sahara occidental lors de la 4e commission chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, les Algériens ont rendez-vous avec une date charnière de leur histoire et célèbrent la journée nationale de l'émigration commémorant le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. À cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est recueilli ce jeudi au palais d'El Moradia en compagnie de hauts responsables et des conseillers à la présidence de la République à la mémoire des Chouhada. Et dans un message adressé au peuple algérien à l'occasion de cette journée, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'attachement constant de l'État à défendre les enfants de la communauté nationale à l'étranger et leur droit à protéger leurs intérêts et à réunir les conditions optimales pour leur intégration dans le processus de redressement et de renouveau national. Imen Merad. Je m'incline avec piété et déférence à la mémoire des victimes de ce sinistre jour et je salue les enfants de l'Algérie, hommes et femmes à l'étranger. C'est en ces termes que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé un message au peuple algérien à l'occasion de la journée nationale de l'émigration et la commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961. C'est là un anniversaire qui demeure profondément gravé dans nos esprits, de par la forte symbolique qu'il revêt, illustrant l'unité et l'attachement du peuple à la réalisation des objectifs tracés dans l'éternelle déclaration du 1er novembre. Le 17 octobre 1961, une date, une histoire. Des centaines d'Algériens résidant en France ont manifesté pacifiquement contre la répression coloniale, en soutien à la lutte pour l'indépendance. Une bien triste journée qui s'est malheureusement soldée par une violente répression policière causant la mort de nombreux manifestants. Les images de scènes tragiques dans les stations de métro et les ponts de la Seine à Paris, conservées dans les archives qui documentent la haine, la violence et le racisme du colonisateur en ces moments de folie dénués de tout civisme et humanité, sont l'affirmation de la profondeur du lien national sacré entre les enfants de notre cher pays. Cette date mémorielle est une occasion pour le gouvernement algérien de rappeler l'importance des luttes passées tout en affirmant sa détermination à construire un avenir prospère et juste pour tous les citoyens, qu'ils vivent en Algérie ou de l'autre côté de la Méditerranée. La célébration du 63e anniversaire de la Journée nationale de l'émigration vient en commémoration des luttes de notre communauté à l'étranger qui exprime le ralliement des Algériennes et des Algériens résidant en France à l'époque de la glorieuse révolution de libération. Le président, dans son message adressé aux Algériens, a mis en évidence ce souffle unique des Algériens, qu'ils soient de l'une ou de l'autre côté de la rive.
Et à cette occasion aussi, des membres de la communauté algérienne, des personnalités politiques et du milieu associatif en France ont assisté ce jeudi à un rassemblement sur la Seine à Paris en hommage aux victimes de la répression sanglante orchestrée par la police française alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour l'indépendance de l'Algérie. Il faut absolument se commémorer devant le martyre de ces 300 Algériens qui ne sont toujours pas malheureusement reconnus pleinement par l'État français, où la demande de réparation et surtout de pardon aux familles des victimes n'a pas été faite. Donc aujourd'hui, on commence à avoir une étape qui évolue. M. Macron s'est présenté en 2016. Il a fait une forme de commémoration, mais sans pour autant laisser des mots forts que la France devrait donner vis-à-vis de ces Algériens qui, il faut le rappeler tout de même, étaient en 61 français. C'était un événement tragique, important, qu'il faut rappeler, surtout pour nos enfants. C'est un moment qui a été extraordinaire pour la libération de l'Algérie. Et ces chouhada qui aujourd'hui, leur sang s'est mêlé dans la Seine, il faut le rappeler quotidiennement à nos jeunes qui ont souffert et qui aujourd'hui doivent être fiers de notre Algérie. Et à ce titre-là, on doit rappeler en permanence les noms. On a noté une fille de 15 ans qui a été jetée dans la Seine. La plupart de ceux qui ont été jetés étaient tous des moudjahidines qui sont morts pour que vive l'Algérie. Il ne faut pas l'oublier. Et donc la Grande Mosquée de Paris en permanence sera présente pour ce recueillement national. C'est important pour tous les Algériens. Et les massacres du 17 octobre 1961 sont considérés comme le crime d'État le plus violent en Europe occidentale. Dans l'histoire contemporaine, la police française a noyé alors entre 200 et 300 manifestants pacifiques dans la Seine et arrêté 14 000 des 30 000 manifestants. Mohamed Wali Ben Chaban. Il y a 63 ans, jour pour jour, plusieurs milliers d'Algériens de France manifestaient pacifiquement à Paris. Ces hommes et ces femmes ont investi les rues sur un appel du FLN pour dénoncer un couvre-feu discriminatoire imposé par le gouvernement français en pleine guerre d'Algérie. 17 octobre 1961. Ce soir-là, entre 20 000 et 30 000 Algériens défilaient dans le calme, certains avec des pancartes appelant à la fin du couvre-feu et à l'indépendance de l'Algérie. Ce qui devait être une protestation pacifique tourna vite au massacre. Des centaines de manifestants furent arrêtés, battus, emprisonnés et beaucoup d'entre eux ne revirent jamais la lumière du jour. Certains furent jetés vivants dans la Seine. Du haut de ce pont, dans la soirée du 17 octobre 1961, eh bien, des policiers ont jeté des Algériens dans la Seine, des Algériens qui se sont noyés. Et il y a eu des témoins de ces crimes, des témoins qui étaient eux-mêmes terrorisés par la police. Pendant de nombreuses années, ces événements furent passés sous silence. En 2012, François Hollande, alors président de la République, reconnut officiellement la répression brutale des massacres. En 2021, Emmanuel Macron, quant à lui, qualifiait cette répression comme crime inexcusable. Dans un geste symbolique, les membres de la délégation algérienne ont rendu un vibrant hommage aux victimes des massacres lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 24. Les athlètes algériens ont jeté des fleurs dans la Seine en mémoire des victimes. Là où 63 ans avant, de nombreux Algériens avaient tragiquement été noyés. Les massacres du 17 octobre 1961 restent une blessure encore vive chez tous les Algériens, particulièrement ceux de France. Chaque année, cette date est commémorée par des associations et des militants des droits de l'homme qui refusent que cette page sombre de l'histoire soit oubliée. Et en ce 17 octobre 1961, la question des violences racistes et systématiques se pose légitimement au moment où les violences policières se poursuivent à l'encontre des jeunes en banlieue en France issus de l'immigration. Tinhinen Makassi. Alors que l'Algérie commémore en ce jeudi la sanglante répression du 17 octobre 1961,
symbolisant la violence coloniale à l'égard de ceux que l'Occident considère comme des indigènes et que l'Hexagone continue à occulter ses responsabilités dans les crimes contre l'humanité dans lesquels Paris est directement impliqué. La question du racisme et de la répression systémique qui perdure à nos jours revient au devant de l'actualité. Rappel des faits, Maurice Papon, préfet de la police de Paris, lors des événements, utilise l'état d'urgence pour instaurer un couvre-feu pour les Français musulmans d'Algérie. Terme utilisé à l'époque pour désigner les Algériennes et les Algériens. Le même argument sera utilisé 44 ans plus tard sous la présidence de Chirac et la primature de De Villepin durant la révolte des banlieues en 2005. La stigmatisation de la migration africaine, maghrébine, musulmane sera l'apanage des dirigeants de la Ve République. Le contrôle au faciès ou le délit dont la peau est sans doute le meilleur exemple. Naël, Boubacar et d'autres meurtres, qualifiés jusqu'à présent de bavures policières, viennent confirmer que la répression coloniale n'a jamais cessé à l'encontre des jeunes de banlieue que l'ancien président Nicolas Sarkozy voulait nettoyer au Karcher. Il est à noter que ces forces de maintien de l'ordre se sont formées sous la même idée de la violence extrême et racisée que les armées coloniales dans les colonies. La répression d'octobre 1961 vient de la volonté de la Ve République de refuser d'écouter la voix des Algériens qui hurlaient leur liberté. Rappelle par ailleurs ce silence assourdissant qui fait écho dans le monde depuis octobre 2023, depuis le début du génocide en Palestine. Octobre 2023, octobre 1961, la Kanaki, les Antilles, le Sahara occidental, les lieux et les dates changent, marqués du sceau de la culpabilité coloniale dans le cadre de la domination blanche sur les peuples du tiers-monde. Et ce dossier consacré aux événements du 17 octobre 1961 se poursuit à suivre notre invité du soir. Et nous continuons de parler des massacres du 17 octobre 1961 avec Saïd Labidi, journaliste indépendant, professionnel de la communication. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, tout d'abord, Monsieur Labidi, je vous propose de revenir sur le message adressé par le président algérien à cette occasion, un message très orienté en direction notamment des Algériens résidant à l'étranger, notamment en France. Votre lecture, Monsieur Labidi? C'est un rappel important, c'est le rappel que tous les Algériens où ils se trouvent forment la même communauté et il est important aujourd'hui, en ce 17 octobre, de serrer les rangs, d'une part pour rappeler cet événement tragique et aussi pour répondre aux coups de boutoir que subit notre pays et notre communauté en France. Et donc le message est le bienvenu et il va dans la lignée de ce qu'il a toujours déclaré publiquement. Et la main tendue qu'il adresse à la communauté, j'espère qu'elle est bien perçue parce que moi, personnellement, je suis très sensible à cela. On pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez. Mais oui. Je suis très touché par la politique actuelle. C'est un message renouvelé envers la communauté algérienne à l'étranger, parce que le président de la République l'a déjà fait auparavant. Il a adressé des messages forts pour cette communauté en vue de son implication davantage dans l'édification du projet de l'Algérie nouvelle. Et justement, le président algérien, M. Labidi, a souligné l'attachement de l'Algérie à protéger les intérêts des membres de la communauté algérienne à l'étranger. La diaspora est-elle en danger aujourd'hui, quand on voit aussi la haine nourrie, notamment de la part de partis extrémistes français? C'est désolant de constater qu'après tant d'années, la communauté algérienne, la plupart sont binationaux, qui constituent à la fois une grande partie de la société française, qui sont la plupart sont aussi français et votent, qui soient traités ainsi aujourd'hui. Et je le déplore et je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'on considère encore les Algériens. Alors il faut bien distinguer le point de vue français du point de vue algérien, parce que pour revenir au 17 octobre, il y a toujours eu une espèce de déni sur le 17 octobre. Je vais faire un petit rappel.
c'est que le FLN, au lendemain de ce drame, a tout de suite tenté de documenter. Moi, je me souviens, lorsque j'étais adolescent, des unes de Révolution africaine où on commémorait le 17 octobre 1961. Et dans la société française, cet événement a été occulté par un autre événement, une manifestation une manifestation organisée par le Parti communiste à Charonne. Et tout récemment, les Français ont découvert cette tragédie, la plus violente répression d'une manifestation en Europe du XXe siècle. Oui, c'est un point qu'on va développer dans notre dossier également. Mais est-ce que aujourd'hui, vous ne trouvez pas que certains partis extrémistes, notamment d'extrême droite en France, nourrissent aujourd'hui cette haine cultivée par la France coloniale jadis? Alors c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une droitisation de la vie politique française qui instrumentalise la question de l'immigration, qui mêle les Algériens à cette question d'immigration, même si les Algériens qui sont installés en France le sont depuis longtemps. On l'a vu tout récemment avec l'instrumentalisation des accords de 1968. Oui, 68. Et comme l'a rappelé le président, ces accords, ils sont pourtant vides, il n'y a rien. On agite ça devant l'opinion publique comme si les Algériens bénéficiaient de privilèges, alors que la réalité est tout autre. Le président algérien, d'ailleurs, a mentionné qu'il profitait aujourd'hui, après moult modifications, davantage aux Français qu'aux Algériens. C'est bien de le rappeler. D'ailleurs, je trouve scandaleux que la presse, que les médias, qui sont chargés d'expliquer ces enjeux, plutôt que d'expliquer à l'opinion et de débunker, caressent l'extrême droite dans le sens du poil. Exactement. Et un autre point que je voudrais évoquer avec vous, alors le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, était financé en grande majorité par la diaspora algérienne, selon de nombreux historiens. Aujourd'hui, l'engouement de la communauté algérienne pour la patrie se traduit par différentes manières. Beaucoup investissent en Algérie ou souhaitent le faire. Ne pensez-vous pas que la fibre patriotique de l'Algérien, où il se trouve, demeure intacte aujourd'hui? Écoutez, je veux même mettre les pieds dans le plat. Moi, je trouve même que l'attachement à l'Algérie, il est peut-être plus fort parfois à l'extérieur. Là, vous parliez du financement, vous disiez que 80% est assuré par les travailleurs à l'étranger. Selon Ali Haroun, qui était l'un des chefs de la Fédération de France au FLN, la communauté algérienne contribuait à hauteur de 500 millions d'anciens francs par mois. Et vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous m'avez confié juste avant que votre grand-père était lui-même collecteur. Mon père, Allah Rahmo, Abdelkader Labidi, m'a compté parmi ces militants, parce que c'était des militants avant tout qui cotisaient, et qui en plus remplissaient des missions pour le compte du FLN. Mon père était collecteur de fonds, et j'ai grandi avec ça, quoi. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les 350 000 Algériens qui étaient installés en France avant 1962 ont tous été pris en main par le FLN. C'est-à-dire que toutes les familles algériennes qui étaient en France avant 1962 a contribué à la révolution d'une manière ou d'une autre, de manière modeste et très organisée. C'était soit en contribuant financièrement, en accueillant des militants, en transportant des paquets. Et je suis bien placé pour en parler, puisque j'ai lancé une page Facebook il y a 4 ans, qui s'appelle Zmigri, qui est destinée à collecter des témoignages et documents photos d'Algériens qui ont vécu cet épisode à la fois glorieux de notre histoire et tragique, qui s'est terminé de manière tragique le 17 octobre 1961. Et cette fibre dont je vous parlais, la fibre patriotique au rattachement à l'Algérie, comment se traduit-elle aujourd'hui au sein des jeunes Algériens établis à l'étranger? Alors moi, je vais parler de mon cas personnel. Je suis dans une démarche d'installation en Algérie, tout simplement. Je cherche à développer des projets. Je retourne dans la mère patrie tous les mois. Je viens accomplir un rêve familial, parce qu'il faut savoir que toutes les familles qui étaient en Algérie ont vécu dans le mythe du retour. Le rêve algérien pour vous aujourd'hui? Le rêve, ouais, Algerian Dream, ouais, c'est vrai, on peut le dire ainsi. Ouais, j'y crois, parce que le contexte politique a changé, parce que les messages sont clairs, parce que
Parce que je pense que c'est le moment. Algeria is back, pour reprendre les anglicismes. Et donc je fais partie de ces Algériens qui aimeraient se réaliser en Algérie, en effet. Ouais. Très bien. Retour à l'histoire, les massacres du 17 octobre 1961 à Paris, et qui avaient fait des centaines de victimes algériennes, sont des crimes d'État et contre l'humanité documentés, actés comme tels par de nombreux historiens et chercheurs, notamment français, mais ne sont toujours pas reconnus par la France officielle. Pourquoi, selon vous? Alors, tout ce qui s'agit de l'Algérie, il y a une particularité de la part de l'État français, c'est le déni. Il faut savoir, par exemple, que la guerre d'Algérie est reconnue comme guerre d'Algérie du côté français, la guerre de libération, pour nous, a été considérée comme des événements jusqu'à la fin des années 80. Et s'agissant du 17 octobre 1961, c'est des pages qui ne sont pas très glorieuses, qu'on ne met pas en avant. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a un événement qui a été occulté, qui a occulté le 17 octobre, c'est une répression d'une manifestation organisée par le Parti communiste, la Charonne, où il y a eu 8 morts, je crois. Et ça a servi, dans la mémoire collective française, cet événement a occulté le 17 octobre 61. Mais ce qui caractérise la France, l'État français, c'est le déni, en effet. Et il n'y a pas que les massacres du 17 octobre 1961 qui ne sont pas reconnus par la France officielle. Des pans entiers de l'histoire de la guerre de libération sont occultés par Paris, qui n'a toujours pas restitué aussi les archives réclamées par Alger. Pour quelles raisons? C'est toujours dans cette démarche de déni, finalement. Pourquoi ne pas crever l'abcès? C'est si compromettant pour... Ouais. Je pense qui se sent morveux, comme on dit, pourquoi ne pas les ouvrir? Non, les Algériens n'ont de cesse de réclamer, de récupérer ces archives, de les ouvrir. Ben oui. C'est dans cette démarche de déni, comme je le dis, il y a une volonté d'occultation. Il faut savoir aussi, par exemple, que pour le 17 octobre 61, si ça a été porté à l'opinion publique, c'est parce que Jean-Luc Einaudi, un historien, qui a été poursuivi pour diffamation par le préfet Papon. Et donc c'est à l'occasion de ce procès que l'opinion publique française a découvert cette horreur. Mais j'aimerais aussi ajouter toujours, de la même manière que la torture en Algérie ne s'est pas limitée entre 1954 et 1962. Les meurtres d'Algériens extrajudiciaires ne se sont pas été limités au 17 octobre 61. Moi, d'après le témoignage de mon père, le témoignage de mes oncles, il était fréquent qu'on retrouve des cadavres d'Algériens dans la Seine avant le 17 octobre 61. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de disparus, et là aussi, c'est un gros dossier que la France occulte aussi. L'Algérie demande d'éclaircir la question des disparus. Vous avez évoqué votre père, beaucoup ont des parents ou grands-parents, c'est mon cas d'ailleurs, de disparus qui n'ont aucune information par rapport à leur décès ou arrestation. Pourquoi aussi ce point précis dérange-t-il la France d'aujourd'hui ? Alors, il faudra le demander aux autorités françaises, mais elles ne brillent pas par la reconnaissance. À la différence des États-Unis, où, par exemple, ils ont tout de suite affronté les pages sombres de leur histoire. Pareil, je pense à l'épisode de la guerre du Vietnam. En France, on est dans le déni, dans le blackout. Depuis, c'est une tradition républicaine qui a été renouvelée, malgré quelques gestes, par le président Macron, quand on l'a vu ressortir tous les poncifs de l'extrême droite raciste du temps du colonialisme, selon lesquels l'Algérie n'existait pas avant que la France l'envahisse, la colonise. C'est incompréhensible. Il y a eu, c'est vraiment incompréhensible. Alors qu'il y a eu on peut parler de régression, vraiment. On peut parler de régression. Et ce qui est étrange, là je vais en venir aux médias, c'est que le rôle n'est pas du tout assumé, alors qu'ils doivent expliquer, expliciter, enquêter, débunker. On sert la soupe aux plus grands démagogues. Et il y a un climat en France qui est délétère, qui est détestable, en effet.
J'allais vous poser la question, justement, le rôle des médias dans ces massacres, il est aussi important. Les médias de l'époque qui ont occulté la vérité, mais ceux d'aujourd'hui également qui ne parlent pas aussi de ces massacres qui demeurent aujourd'hui un souvenir tragique pour tout Algérien, où qu'il soit. Les médias ont une grosse part de responsabilité, évidemment, oui. J'insiste là-dessus. Hein. Mais en même temps, j'invite moi les Algériens à se mobiliser pour faire reconnaître. Là, je pense, j'ai écouté l'autre jour le témoignage de la famille Bédard, la plus jeune chouhada, parmi les victimes du 17 octobre 61. Oui. C'est tragique, c'est vraiment poignant, les conditions dans lesquelles le corps de la jeune fille a été restitué aux parents 10 jours après sa disparition. Son corps gisait parmi des dizaines de cadavres et on a obligé le père, qui était analphabète, à signer un PV selon lequel la jeune fille se serait donné la mort, quoi. Et toute la famille a consacré une partie de leur vie pour faire reconnaître ce martyr, mais c'est un exemple parmi d'autres. Monsieur Labidi, on tue aujourd'hui encore des enfants, puisque les massacres du 17 octobre 1961 restent un douloureux souvenir, certes, pour tous les Algériens, mais il rappelle aussi, en cette conjoncture internationale particulière, les massacres qu'est en train de commettre l'entité sioniste depuis plus d'1 an dans la bande de Gaza. On retrouve beaucoup de similitudes dans ces pratiques, n'est-ce pas ? C'est encore une page tragique qui est contemporaine. Effectivement, l'Algérie et la Palestine sont liées par la façon dont les colonisateurs traitent le peuple, en effet. Vous avez évoqué le fait de noyer des enfants. Aujourd'hui, l'entité sioniste tue justement des enfants dans la bande de Gaza et au Liban. Ne pensez-vous pas que peut-être les crimes commis à l'époque par la France coloniale servent peut-être d'exemple aujourd'hui de répression sanglante par cette entité? Il n'est pas si l'entité sioniste n'était pas soutenue par certains pays occidentaux, elle serait dans la capacité de commettre ces horreurs. Hein. Et on peut dire qu'il y a une cause commune dans l'horreur, quoi. Le Mossad a aidé activement la France coloniale à combattre les révolutionnaires. Et aujourd'hui, les Occidentaux fournissent des armes et assurent leur protection dans les instances internationales pour permettre à l'entité sioniste de commettre le génocide. Et on ne retient pas les leçons de l'histoire, c'est triste à dire. Dernière question, ou peut-être un dernier mot par rapport, puisque le 17 octobre, c'est aussi la journée de l'émigration, peut-être un message aujourd'hui pour les Algériens installés en France? Moi, j'invite tous les Algériens à profiter du contexte favorable. L'Algérie leur tend la main, les invite à revenir et à participer pleinement à la construction de la nouvelle Algérie, comme elle a contribué pleinement à la Révolution. Et si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et j'invite aussi toutes les familles algériennes qui étaient installées en France avant 1962 à nourrir la mémoire de leurs parents ou de leurs grands-parents. Il y a aussi un travail de sauvegarde, de mémoire à entreprendre aujourd'hui, car la génération qui s'est battue à cette époque est en train de partir. Moi, je pense à mon père, j'ai rencontré tout récemment Si Ahmed de Doum, et c'est le moment de leur rendre hommage en transmettant la mémoire. Monsieur Saïd Labidi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici dans les plateaux d'Al24 News. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle que vous êtes journaliste professionnel de la communication. L'actualité de ce jeudi marquée également par ces nouveaux messages de félicitations reçus par le président algérien Abdelmadjid Tebboune de la part de ses homologues d'Argentine et d'Uruguay à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat.
Et ce 19h, puis à suivre tout de suite la situation dans la bande de Gaza. Je vous en parlais en titre, 377e jour de l'agression de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'élève désormais à 42 438 martyrs et 99 246 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Au cours des dernières 24 heures, 29 Palestiniens sont tombés en martyrs et 93 autres ont été blessés dans différents massacres. Et ce jeudi, au moins 15 civils palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs ont été blessés dans une série de frappes sionistes dans la bande de Gaza, dont 12 dans le bombardement par des avions de combat de l'occupation d'une école abritant des déplacés dans le camp de Jabalia et au nord de l'enclave palestinienne. En outre, au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés plus tôt ce jeudi dans un bombardement de l'occupation d'une tente près d'une école hébergeant les déplacés à l'est de la ville de Deir el-Balah, au centre. Par ailleurs, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres blessés dans le quartier de Sheikh Redouane, à l'ouest de la ville de Gaza, dans un bombardement des forces de l'occupation sioniste. Et je vous le disais en titre, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Rachid Beledhan, a, sur un autre plan, condamné au nom de l'Algérie les massacres commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens et les Libanais. C'était lors de son intervention à la 75e session du Conseil exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bien que ne faisant pas partie du mandat du HCR, les conséquences humanitaires désastreuses engendrées par l'agression de la force d'occupation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie sont une source de préoccupation majeure pour son pays. Nous condamnons en des termes non équivoques les massacres perpétrés contre les civils et les travailleurs humanitaires et appelons la communauté internationale à user de tout son pouvoir pour obliger le colonisateur à rendre des comptes. Ce même agresseur poursuit malheureusement dans un total mépris des principes fondamentaux du droit international et du droit international humanitaire, ces exactions et ces violations en envahissant le territoire d'un pays souverain, en l'occurrence le Liban. Tout en condamnant ces dépassements, nous encourageons le HCR à continuer à jouer son rôle d'assistance humanitaire aux milliers de personnes déplacées par les attaques de l'agresseur. Et l'ONG Human Rights Watch a exigé de l'entité sioniste de retirer son projet de loi visant à empêcher l'Office de secours et des travaux des Nations Unies, l'UNRWA, d'opérer dans les territoires palestiniens occupés et mettre un terme à la campagne visant à détruire cette importante agence onusienne d'aide aux réfugiés palestiniens. Et d'ailleurs, le chef de l'UNRWA a mis en garde contre un vrai risque de famine cet hiver dans la bande de Gaza, pourtant totalement évitable. Au cours d'une conférence de presse à Berlin, Philippe Lazzarini a constaté une chute drastique du nombre des convois d'aide alimentaire dans toute la bande de Gaza. Et selon les services de la défense civile de la bande de Gaza, 200 000 citoyens du nord de l'enclave palestinienne vivent sans nourriture, sans eau et sans médicaments pour le 13e jour consécutif en raison du siège imposé par les forces de l'occupation sioniste, notamment dans le camp de Jabalia, ajoutant que des dizaines de personnes tombées en martyrs sont toujours sous les décombres et sur les routes sans possibilité de les récupérer à la lumière de l'agression et du fait que les forces sionistes prennent pour cible tout objet en mouvement.
Et tout de suite, notre dossier consacré à la situation au Liban. Au Liban, l'entité sioniste continue de tuer des civils. Au moins 16 personnes, dont le maire de Nabatieh, sont tombées en martyrs et une cinquantaine ont été blessées dans des frappes sionistes sur cette ville du sud du Liban. Selon le gouverneur de la région, Haweida turc, l'aviation sioniste a mené 11 frappes sur Nabatieh et ses environs. Les routes, les réseaux d'assainissement et d'eau de Beyrouth en mauvais état peinent à supporter les dizaines de milliers de personnes déplacées qui se sont réfugiées dans la capitale alors que les frappes aériennes de l'entité sioniste pilonnent le pays. Et face aux frappes de l'entité sioniste sur la capitale du Liban, Washington a affirmé son opposition à la campagne de bombardement telle que vue se dérouler ces dernières semaines. Good afternoon. What I would say is that we are opposed to the bombing campaign in the way that we saw it proceed. Nous sommes opposés à la campagne de bombardement telle que nous l'avons vu se dérouler ces dernières semaines. Nous sommes opposés aux frappes quasi quotidiennes, voire quotidiennes et parfois multiples dans les zones densément peuplées de Beyrouth. C'est ce que nous avons vu pendant 10 jours ou 2 semaines et nous avons clairement fait savoir au gouvernement israélien que nous étions opposés à ce bombardement quotidien intense de Beyrouth et nous l'avons vu réduit de manière significative. Dans ce contexte, le chef des gardiens de la révolution iranienne, Hossein Salami, a menacé ce jeudi de frapper douloureusement l'entité sioniste si elle attaquait des cibles iraniennes en riposte aux tirs de missiles iraniens le 1er octobre sur les territoires occupés. Si vous faites une erreur et attaquez nos cibles, que ce soit dans la région ou en Iran, nous vous frapperons à nouveau douloureusement. Vous pensez peut-être que les systèmes THAAD peuvent compenser vos lacunes défensives, mais ce n'est pas vrai. Ne faites pas confiance à ces systèmes. Vous ne pouvez pas massacrer des nations musulmanes et rester en sécurité. Cette équation n'a pas sa place parmi les musulmans. Attention, nous connaissons vos faiblesses. Vous le savez. Le Liban est aussi confronté à des menaces sanitaires. L'OMS a mis en garde contre le risque très élevé de propagation du choléra après la découverte d'un premier cas confirmé dans le nord du pays. Actuellement, ce que nous vivons, ce que nous voyons, c'est que le premier cas a été confirmé. Mais nous parlons du risque de choléra depuis de nombreux mois, en raison de la détérioration de la situation en matière d'eau et d'assainissement pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés d'accueil. Comme vous le savez, le Liban a été touché ces dernières années par la crise financière et la plupart des services publics, qu'il s'agisse de l'électricité ou de l'approvisionnement en eau, ont été gravement touchés. Et pour sa part, le directeur général adjoint de l'UNICEF, Ted Shaiban, a informé les journalistes de sa récente visite au Liban. Après avoir appelé à un cessez-le-feu, il a averti que les enfants de la région étaient les premiers touchés par un conflit comme celui-ci. The UNICEF end, we're working around the clock to meet children's needs. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des enfants. Cela va de l'approvisionnement en eau à la fourniture de kits sanitaires, de savons et de shampoings dans les abris. Il s'agit aussi de relier les centres de soins de santé primaires où se trouvent les personnes déplacées et de répondre aux besoins des enfants en matière de santé mentale par le biais d'activités ludiques et de soutien psychosocial en les mettant en contact avec des conseillers pour qu'ils discutent de ce qu'ils traversent.
Restez avec nous pour la suite de ce 19h, à suivre l'actualité en Afrique. Je vous en parlais en titre dans le dossier sahraoui. L'Algérie a interpellé hier depuis New York la légalité et la justice internationale au sujet de la décolonisation du Sahara occidental, et ce lors de la 4e commission chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Asma Laïd y revient. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie a su faire entendre sa voix, fidèle à ses valeurs, dans la défense des causes justes, notamment celle du peuple sahraoui. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, l'ambassadeur Ammar Benjama, a interpellé mercredi soir depuis New York la légalité et la justice internationale au sujet de la décolonisation du Sahara occidental. Ce territoire, qui constitue la dernière colonie en Afrique, est le plus vaste territoire occupé dans le monde. Et la décolonisation de ce territoire figure dans l'agenda des Nations Unies depuis 1963. Presque 60 ans. Et après 6 décennies écoulées, le peuple du Sahara occidental ne connaît que l'exil ou l'oppression. Le diplomate algérien a évoqué la décision définitive et sans appel prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire portant sur le Sahara occidental et les accords commerciaux UE-Maroc en matière de pêche et de produits agricoles. Il y a eu un développement hautement historique sur ce dossier. Un développement qui est venu s'ajouter à l'édifice des fondamentaux juridiques sur la question du Sahara occidental. Dans l'affaire portant sur le Sahara occidental et les accords commerciaux Union européenne-Maroc. Le diplomate algérien a rappelé l'avis consultatif de la CIG de 1975. Et je rappelle à ce sujet l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1975 qui a indiqué que la Cour n'a trouvé aucun lien juridique de nature à affecter l'application de la résolution 1514 sur la décolonisation du Sahara occidental. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU a souligné que le destin d'un peuple ne peut être décidé que par lui-même. Le destin d'un peuple ne peut être décidé que par lui-même. Et cela a été réaffirmé par les résolutions 1514, 1541 ou encore 26, 25. La diplomatie algérienne continue de défendre les idéaux historiques de l'Algérie en mettant en avant le droit des peuples à s'autodéterminer. Et toujours à propos du dossier sahraoui, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Rachid Beladhan, a indiqué que l'Algérie encourageait les agences humanitaires internationales et les donateurs à apporter leur contribution à la mise en œuvre du plan de soutien aux 173 600 réfugiés sahraouis dans la région. Situation humanitaire. L'Algérie continue à accomplir son devoir humanitaire vis-à-vis de ses réfugiés. Elle encourage les agences humanitaires et les donateurs à apporter leur contribution à la mise en œuvre du plan de soutien aux 173 600 réfugiés sahraouis dans le besoin, conformément aux documents élaborés en 2023 par les agences onusiennes, dont le HCR et de nombreuses organisations activant sur le terrain. Mon pays saisit cette occasion pour leur réitérer son soutien et les encourager à maintenir leur élan de solidarité et de soutien à ces réfugiés.
Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier soir à New York des consultations à huis clos sur la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, présidé par la Suisse. Le Conseil a entendu un exposé de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui a présenté les résultats de ses activités au cours des derniers mois, y compris sa visite effectuée chez la partie sahraoui le 3 octobre. Et toujours dans l'actualité en Afrique, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, s'est entretenu hier au deuxième jour de sa visite officielle en Mauritanie avec le général de corps d'armée El-Mokhtar Bol Chaban, chef d'état-major général des armées mauritaniennes. Les deux parties ont échangé notamment les analyses et les points de vue sur les questions d'intérêt commun et évoqué les différents défis sécuritaires que connaissent la région et le monde. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement de répondre aux conséquences désastreuses des crues des fleuves du Sénégal et Gambie, ainsi que de leur affluent. Face à la gravité de la situation, le chef de l'État sénégalais a demandé une intensification immédiate de la mise en œuvre du plan d'urgence de riposte et de secours visant à protéger les cultures, le bétail et les activités économiques des zones affectées. Dans l'actualité aussi, plus de 30 000 Capverdiens se trouvent dans une situation de crise alimentaire provoquée par le changement climatique, selon le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie, Alexandre Monteiro. Pour protéger les personnes affectées, le gouvernement a dû recourir à un ensemble de mesures telles que des subventions pour l'alimentation du bétail, le maïs ou encore le blé. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, les chefs d'État et de gouvernement sont arrivés ce jeudi au sommet du PPE à Bruxelles, en présence notamment de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. En Colombie, l'armée a abattu 8 combattants de la principale faction dissidente des FARC dans le sud du pays, selon le gouvernement, qui a intensifié ses opérations contre les rebelles dans plusieurs régions ces derniers jours. La Chine a annoncé ce jeudi que le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, se rendrait dans le pays asiatique cette semaine sur fond de dégel après des années de tensions entre Londres et Pékin. À l'invitation de Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères, David Lammy, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au développement du Royaume-Uni, effectuera une visite officielle en Chine les 18 et 19 octobre. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.